Je m'appelle Jasper, j'ai 34 ans, et mon propre frère vient de dire devant une salle comble que me confier un enfant serait une condamnation à mort. Avant de vous raconter le moment où mon fils de 7 ans a fait pleurer un adulte avec seulement 3 phrases, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé au Golden Fork. Vous connaissez le genre d'endroit. Trop de fourchettes sur la table, des serviettes en soie, et des serveurs qui vous regardent comme si vous étiez un intrus si votre cravate n'est pas droite. C'était le 40e anniversaire de mariage de mes parents. L'air sentait le steak cher et le vieil argent. J'étais assis au bout de la table, la place habituellement réservée aux enfants ou aux personnes à qui personne ne veut vraiment parler. C'est moi, le mouton noir. L'erreur. Mon frère Julien trônait au centre. Julien a 2 ans de plus que moi. Et si vous demandiez à ma mère, il était la seconde venue du Christ. Il avait les cheveux parfaits, les dents parfaites, la voiture de luxe louée au nom de son entreprise, et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il faisait tourner un verre de pinot noir. Parlant des notes de son fils. Ethan Carton, se vantait Julien, sa voix assez forte pour que la table d'à côté l'entende. Premier de sa classe en maths. Le tuteur privé me coûte une fortune, mais bon, on ne peut pas mettre un prix sur l'excellence, n'est-ce pas? Mon père, Robert, hocha la tête, coupant dans son steak avec une précision chirurgicale. C'est l'héritage, mon fils. C'est ce pourquoi nous travaillons. L'excellence. Ma mère, Evelyne, rayonnait. Elle tendit la main et tapota celle de Julien. Tu es un si bon père, Julien. C'est naturel pour toi. Je pris une gorgée d'eau. Ma gorge était sèche. J'étais sobre depuis 5 ans, mais être avec eux me donnait toujours envie de boire un verre. Juste quelque chose pour émousser les arêtes vives de leur dédain. Mais je me suis accroché à mon verre d'eau comme à une bouée de sauvetage. J'avais des nouvelles. De grandes nouvelles. Et pour une raison quelconque, malgré des décennies de preuves du contraire, je pensais que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. Je me suis éclairci la gorge. En fait, dis-je, ma voix paraissant plus faible que je ne l'avais prévu. J'ai aussi des nouvelles. La table se tut. Pas le genre de silence respectueux. Le genre de silence où tout le monde se prépare à une catastrophe. Je suis dans les dernières étapes du processus d'adoption, dis-je. J'ai essayé de sourire. On m'a trouvé quelqu'un. Un petit garçon nommé Léo. J'ai attendu. Je m'attendais à des questions. Peut-être des félicitations. Au lieu de cela, ma tante Clara, assise en face de moi, laissa échapper un rire aigu et incrédule. Elle se couvrit la bouche avec une serviette, mais le son resta suspendu dans l'air comme une gifle. « Oh, Jasper, dit-elle en secouant la tête. Chérie, vraiment? Je suis si contente que Julien nous ait donné des petits-enfants. Mais toi, peux-tu imaginer? Mon estomac se noie. Imaginer quoi? Tu n'arrives même pas à garder une plante d'intérieur en vie, intervint ma mère, sans même me regarder. Elle était occupée à ajuster son collier de perles. Tu te souviens de ce cactus que je t'ai donné pour ta pendaison de crémaillère? Mort en 3 semaines. Comment comptes-tu élever un être humain? Il avait la pourriture des racines, maman, marmonnai-je. Mais personne n'écoutait. Julien se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tourner son vin. Il avait ce sourire narquois sur son visage, celui qu'il utilisait depuis que nous étions enfants. Juste avant de me pousser dans la terre. Jasper. Écoute, dit Julien, son ton dégoulinant d'une fausse préoccupation. Nous sommes juste réalistes avec toi. Être parent, c'est difficile. Ça demande de la stabilité. Ça demande du caractère. Ce gamin aura besoin d'une thérapie avant même d'entrer en maternelle si c'est toi qui l'élèves. Je suis sobre depuis 5 ans, Julien, dis-je, ma prise sur le verre d'eau se resserrant. J'ai un emploi stable. Je suis propriétaire de ma maison. Un emploi, ricana mon père. Tu es coordinateur logistique. Julien est vice-président. Il y a une différence de calibre, Jasper. Nous devons être honnêtes. Certains hommes sont faits pour être des pères, des leaders. D'autres, eh bien, d'autres essaient juste de survivre eux-mêmes. Ce n'est pas juste pour l'enfant, ajouta mon oncle Ted, en prenant une bouchée de son petit pain. Ce n'est pas une étoffe de père qui est assise là. C'est un pari risqué.
C'est pratiquement une condamnation à mort pour l'avenir de l'enfant. Je regardais autour de la table, ma famille, les personnes qui étaient censées être mon système de soutien. Ils ne doutaient pas seulement de moi. Ils se moquaient de l'idée même que je puisse être capable d'amour et de responsabilité. Je voulais crier. Je voulais renverser la table. Je voulais leur dire que Julien, leur enfant chéri, n'était pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Je savais des choses. Je connaissais les voyages d'affaires qui n'étaient que des week-ends à Vegas. Je savais comment il parlait à sa femme quand il pensait que personne n'écoutait. Mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est la dynamique. Julien est le héros. Je suis le méchant. Si je parlais, je serais juste jaloux ou instable. Alors, je me suis excusé. Je dois aller aux toilettes, dis-je. Je suis allé aux toilettes, mes jambes lourdes. J'ai verrouillé la porte de la cabine et j'ai appuyé mon front contre le métal froid. J'ai inspiré et expiré, comptant jusqu'à 10. 1, 2, 3. J'ai sorti mon téléphone. Il y avait une notification. C'était un SMS de Madame Davis, mon assistante sociale. Tout est approuvé, Jasper. Les derniers papiers sont signés. Léo est à toi. Tu peux venir le chercher lundi. J'ai fixé l'écran. Les larmes sont venues alors, chaudes et rapides. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement et de terreur accablant. Dans cette salle à manger, j'étais un échec. J'étais le gars qui ne pouvait pas garder un cactus en vie. Mais sur cet écran, j'étais un père. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, frottant pour enlever la rougeur. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas l'air d'un père horrible. J'avais l'air d'un homme qui s'était battu pour revenir de l'enfer, qui s'était extirpé de la dépendance et qui avait tellement d'amour à donner. J'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Qu'ils aillent au diable, murmurai-je à mon reflet. Je suis retourné là-bas. Je suis resté pour le reste du dîner. J'ai écouté Julien se vanter de sa nouvelle Porsche et de son portefeuille d'actions. J'ai écouté ma mère s'extasier sur la façon dont Ethan était destiné à l'Ivy League. Je n'ai pas dit un autre mot sur Léo. Il ne méritait pas de le connaître. 3 jours plus tard, j'étais dans le hall du centre d'accueil. Je portais ma plus belle chemise, bien que je transpirais à travers. Puis la porte s'est ouverte. Miss Davis est sortie, tenant la main d'un petit garçon maigre avec des cheveux noirs en désordre et des yeux qui semblaient bien trop grands pour son visage. Il serrait un sac à dos usé comme s'il contenait les joyaux de la couronne. C'était Léo. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Il n'a pas souri. Il m'a juste étudié, me scrutant à la recherche de menaces. Il avait été dans 3 familles d'accueil en 2 ans. Il connaissait la chanson. Je me suis mis à genoux pour ne pas le dominer. Je n'ai pas essayé de le serrer dans mes bras. Je suis juste resté là, le laissant décider de la distance. Salut, Léo, dis-je doucement. Je suis Jasper. Il a regardé mes chaussures, puis mon visage. Tu es le nouveau papa. Je suis le papa, ai-je corrigé doucement. Pour de bon, si tu veux bien de moi. Il a resserré sa prise sur le sac à dos. Et si je casse quelque chose? La question m'a brisé le cœur. Elle me disait tout ce que je devais savoir sur les endroits où il avait été. Alors on nettoie, dis-je. Ensemble. Il plissa les yeux vers moi. Tu ne me renverras pas? Non, dis-je, et j'ai mis chaque once de conviction que j'avais dans ce mot. Nous sommes une équipe maintenant, Léo. Une équipe n'abandonne personne. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis, très lentement, il a fait un pas en avant. D'accord, a-t-il murmuré. Alors que nous marchions vers ma voiture, pas une Porsche, juste un SUV fiable avec un indice de sécurité élevé, j'ai senti un poids s'installer sur mes épaules. C'était lourd, oui, mais c'était le bon genre de lourd, celui qui vous ancre à la terre. Ma famille pensait que j'étais une catastrophe ambulante. Ils pensaient que j'étais une blague. Mais en attachant Léo dans son rehausseur, j'ai fait un vœu silencieux. Je leur prouverai qu'ils avaient tort. Pas pour moi. Pas pour gagner leur approbation. J'avais fini de chasser ce fantôme. Je leur prouverai qu'ils avaient tort pour lui. Parce que Léo méritait un père qui se battrait pour lui. Même si le monde entier pariait contre nous. Je ne savais pas encore que la vraie bataille ne faisait que commencer. Et les fantômes de mon passé n'avaient pas encore fini de me hanter.
La première semaine a été un retour à la réalité qui m'a frappé plus fort que n'importe quelle gueule de bois que j'avais eue dans la vingtaine. Mon appartement, que j'avais méticuleusement nettoyé et sécurisé pour un enfant, me semblait soudain être un champ de mines. J'avais peint la chambre de Léo d'un bleu doux, acheté une étagère pleine de livres sur l'espace et les dinosaures, et rempli le frigo avec ce que l'Internet disait que les enfants de 7 ans aimaient. Mais on ne peut pas se préparer au silence. Léo était silencieux, d'un calme troublant. Il se déplaçait dans mon appartement comme une ombre, essayant de ne rien déranger. Il ne demandait pas à manger. Je devais lui rappeler de manger. Il ne demandait pas à regarder la télé. Il s'asseyait simplement sur le canapé et fixait ses mains. Et les nuits étaient les plus difficiles. La troisième nuit, je me suis réveillé avec un cri qui m'a glacé le sang. J'ai sauté du lit, trébuchant sur mes propres pieds, et je me suis précipité dans sa chambre. Léo se débattait dans son lit, emmêlé dans les draps, sanglotant. « Non, non, ne me laissez pas !» criait-il. « Léo ! Léo, réveille-toi, mon grand. »« Tu es en sécurité, » dis-je, tendant la main, mais ayant peur de le toucher et de l'effrayer davantage. Il se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés et terrifiés. Quand il me vit, il ne tendit pas les bras pour un câlin. Il se recula contre la tête de lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Je suis désolé, » suffoqua-t-il. « Je suis désolé de t'avoir réveillé. S'il te plaît, ne sois pas en colère. »« Je ne suis pas en colère, » dis-je, le cœur brisé. Je me suis assis par terre, en gardant une distance respectueuse. « Je suis juste content que tu ailles bien. » Mauvais rêve. Il hocha la tête, s'essuyant le nez sur sa manche. J'ai rêvé de l'autre maison, celle avec la cave. Je n'ai pas posé de questions sur la cave. Je ne voulais pas savoir pour l'instant. Je voulais juste qu'il sache qu'il n'y était plus. Tu es ici maintenant, dis-je. Et ma maison n'a même pas de cave, juste un placard à linge très ennuyeux. Un minuscule sourire, presque invisible, vacilla sur son visage. Mais les doutes ont commencé à s'insinuer. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Tu n'arrives même pas à garder une plante en vie. Avait-elle raison? Le lendemain soir, j'ai brûlé les lasagnes. Je veux dire, carbonisées. J'ai déclenché le détecteur de fumée. Léo s'est couvert les oreilles, l'air paniqué. C'est bon. C'est juste papa qui est un cuisinier horrible, ai-je crié par-dessus l'alarme, agitant frénétiquement une serviette. Nous avons fini par manger des céréales pour le dîner sur le sol de la cuisine parce que l'odeur de fromage brûlé était trop forte à table. Est-ce que c'est permis? Demanda Léo, en regardant son bol de Lucky Charms. Les règles du dîner sont suspendues en raison de difficultés techniques, dis-je. Il prit une bouchée, puis me regarda. Mon ancien père, il aurait jeté la poêle. J'ai arrêté de mâcher. Eh bien, dis-je prudemment, je pense que la poêle a assez souffert, tu ne trouves pas? Il gloussa. C'était la première fois que je l'entendais rire. C'était comme de la musique. Pendant que je luttais pour apprendre les ficelles de la paternité, mon parfait frère, Julien, décida de prendre de mes nouvelles. J'étais en train de plier de minuscules t-shirts quand mon téléphone sonna. « Salut, petit frère. » La voix de Julien était douce, mais je pouvais entendre l'articulation pâteuse. Il était 14 heures un mardi. J'appelle juste pour voir si la maison n'a pas encore brûlé. Très drôle, Julien, dis-je, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule. Nous allons bien. Et vous? Maman est morte d'inquiétude. Elle dit que tu nourris probablement le gamin de pizza pochette et que tu le laisses regarder des films interdits aux moins de 17 ans. Il lit un livre sur Mars en ce moment, en fait. Et Julien, tu bois. Il y eut une pause, une brusque inspiration. N'ose pas me faire la morale, monsieur cure de désintox. Je célèbre une affaire. Une énorme affaire. Quelque chose que tu ne comprendrais pas dans ton petit cubicule de logistique. D'accord, dis-je. Comment va Maria? Comment va Ethan? Maria est une enquiquineuse. Ethan est. Ethan va bien. Écoute, je t'ai juste appelé pour te dire qu'il y a un barbecue familial le mois prochain. Maman dit, amène le gamin. Elle veut voir s'il est sauvage. Il a un nom. Léo. Oui, peu importe. Essaie juste de ne pas nous mettre dans l'embarras. D'accord,
porte quelque chose de bien et fait peut-être couper les cheveux du gamin. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Je connaissais ce ton. C'était le ton d'un homme qui perdait le contrôle mais prétendait être le roi du monde. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais elle a été rapidement remplacée par de l'agacement. La véritable percée a eu lieu le samedi. Nous sommes allés au supermarché. Les supermarchés sont écrasantes. Les lumières, les choix, les gens. Léo est resté près de moi, s'agrippant au chariot. Nous étions dans le rayon des céréales quand une femme avec un chariot nous a heurtés. « Faites attention », lança-t-elle, fixant Léo comme s'il l'avait plaqué. Léo tressaillit, se recroquevillant sur lui-même. « Désolé », murmura-t-il. Je me suis interposé entre eux. Je ne suis pas un type violent, mais je mesure un m88. Et à ce moment-là, je me sentais grand de 3 mètres. Il s'est excusé, dis-je à la femme, ma voix basse et ferme. Quelle que soit la mauvaise journée que vous passez, ne vous en prenez pas à mon fils. La femme me regarda, surprise par l'acier dans ma voix. Elle marmonna quelque chose et s'éloigna rapidement. Je me suis tourné vers Léo. Il me regardait avec de grands yeux. Tu l'as remise à sa place, dit-il. Personne ne te crie dessus quand je suis là, Léo. Personne. Nous avons continué à marcher. Je suis allé prendre une boîte de flocons d'avoine et j'ai senti quelque chose de chaud frôler ma main. J'ai baissé les yeux. La petite main de Léo s'était glissée dans la mienne. Il ne me regardait pas. Il regardait droit devant lui. Son visage était devenu rose, mais il tenait bon. J'ai serré sa main en retour. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas rompre le charme. Nous avons traversé le rayon des surgelés en nous tenant la main. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme le mouton noir. Je me sentais comme un protecteur. Je me sentais comme un père. J'ai alors réalisé que ma famille avait tort. Être parent, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas avoir un travail haut placé ou une voiture de luxe. C'est être présent. C'est brûler les lasagnes et en faire une blague. C'est se tenir entre son enfant et la méchante dame à l'épicerie. Mais juste au moment où je trouvais mes marques, les nuages s'amoncelaient au-dessus de la maison de Julien, et les retombées allaient nous éclabousser, que nous le voulions ou non. 2 mois s'étaient écoulés et les choses se stabilisaient. Léo s'intégrait à l'école, bien qu'il soit encore timide. Puis vint la réunion parents-professeurs. J'étais nerveux. Mes propres années d'école étaient un brouillard de retenue et de notes doit faire des efforts. Je m'attendais à ce que l'enseignante me dise que Léo était en retard, qu'il se comportait mal, que les dommages de son passé étaient trop profonds. Je suis entré dans la salle de classe et j'ai vu mademoiselle Sarah Jenkins. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, avec des yeux bienveillants et un sourire qui a immédiatement fait baisser ma tension artérielle. « Monsieur Sterling » demanda-t-elle en tendant la main. « Je suis Sarah. Léo parle beaucoup de vous. » « Vraiment ?» Je me suis assis sur l'une des petites chaises, me sentant ridicule. « De bonnes choses, j'espère. » Il n'a pas mentionné l'incident des lasagnes. Elle a ri. C'était un son chaleureux et authentique. Il m'a dit que vous faites les meilleurs dîners de céréales du monde et que vous savez tout sur Mars. J'ai senti ma poitrine se gonfler de fierté. C'est un gamin intelligent. Je ne suis que l'assistant. Il est intelligent, dit Sarah, son visage devenant sérieux. Mais plus important encore, il est gentil. Il a partagé son déjeuner avec un nouvel élève hier. Il s'adapte remarquablement bien, Jasper. Quoi que vous fassiez à la maison, ça marche. Il se sent en sécurité. En sécurité. Ce mot signifiait plus pour moi qu'un A+. Merci, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Ma famille, ils ne pensaient pas que je pouvais le faire. Sarah me regarda en penchant la tête. Eh bien, ils ne voient pas ce que je vois. Vous faites un excellent travail. Nous avons parlé pendant 20 minutes, plus longtemps que le créneau prévu. Nous avons parlé de Léo, mais aussi de livres, de café et de la difficulté réelle des maths de CE2. En partant, j'ai senti une légèreté dans mes pas que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais alors que mon monde s'illuminait, celui de Julien prenait feu. Cela a commencé par un appel téléphonique de ma mère. « Jasper, tu dois venir, dit-elle. » Sa voix était frénétique. « Je ne peux pas, maman. J'ai Léo. »
Amène-le. Viens, c'est tout. C'est une crise. J'ai fait monter Léo dans la voiture et j'ai conduit jusqu'au grand domaine de mes parents. Quand je suis arrivé, l'atmosphère était empoisonnée. Julien était assis sur la terrasse, la tête dans les mains. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère pleurait. Que s'est-il passé, demandai-je, en gardant Léo près de moi. Maria l'a quitté, gémit ma mère. Cette femme ingrate. Après tout ce que Julien lui a fourni. Je regardais Julien. Il avait l'air anéanti. Elle a découvert pour la nounou, marmonna-t-il. Je me figeai. La nounou? Tu veux dire la jeune fille de 20 ans qui garde Ethan? Julien hocha misérablement la tête. C'était juste une aventure, Jasper. Ça ne voulait rien dire, mais Maria a tout exagéré. Elle a fait ses valises. Elle a emmené Ethan. Et elle demande le divorce. Elle veut la moitié, cracha mon père. La moitié des actifs, la maison, les investissements. Elle menace d'exposer les problèmes de substance pour obtenir la garde exclusive. Problème de substance. Il n'appelait jamais ça une dépendance quand il s'agissait de Julien. Quand c'était moi, j'étais un ivrogne. Quand c'était Julien, c'était de la gestion du stress. Alors elle sait que tu consommes, demandai-je directement à Julien. Je ne consomme pas, claqua Julien, les yeux hagards. J'ai de l'anxiété. Je prends des pilules pour l'anxiété. Et quelques verres pour me détendre. C'est normal pour les hommes dans ma position. Ce n'est pas normal de coucher avec la nounou, Julien, dis-je froidement. Ne l'enfonce pas quand il est à terre, hurla ma mère. Nous devons protéger la réputation de la famille. Si ça se sait, le scandale. Elle parle d'engager un avocat requin, dit mon père en se frottant les tempes. Elle veut la garde exclusive. Elle prétend que l'environnement n'est pas sûr pour Ethan à cause des disputes. Ethan a été renvoyé hier, admit Julien à voix basse. Il a frappé un gamin qui a fait une blague sur sa mère. Je regardais mon frère. Il était en piteux état. Sa vie, la façade parfaite qu'il avait utilisée pour me matraquer pendant des années, s'effondrait. Je suis désolé, Julien, dis-je. Et je le pensais. Je ne souhaite le divorce à personne. Tu dois m'aider, dit Julien, levant des yeux désespérés. Tu t'y connais en désintox, en avocat. Peux-tu parler à Maria? Elle t'aime bien. Dis-lui que je suis malade. Dis-lui que j'irai en thérapie. Fais-lui juste abandonner l'avocat. Je ne peux pas la manipuler, Julien. Si tu veux arranger ça, tu dois vraiment devenir sobre. Tu dois prendre tes responsabilités. Le visage de Julien se durcit. Le désespoir se transforma instantanément en arrogance. Tu es inutile, ricana-t-il. Je pensais que tu comprendrais, étant le raté de la famille. Mais maintenant tu es sur tes grands chevaux parce que tu as acheté un gamin. Adopté, corrigeai-je, ma voix baissant d'une octave. J'ai adopté un fils. Et contrairement à toi, je le fais passer en premier. Sors, dit mon père. Si tu ne vas pas aider la famille, Jasper, alors pars. Nous devons gérer les dégâts. J'ai pris la main de Léo et je suis parti. Pourquoi oncle Julien crie, demanda Léo alors que nous montions dans la voiture. Parce qu'il a fait de grosses erreurs, mon grand, dis-je. Et il a peur de les admettre. Mais Julien n'avait pas seulement peur. Il était en colère. Et il avait besoin d'une cible. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. C'était pour le 8e anniversaire de Léo. Attends, non. C'est moi qui organisais l'anniversaire de Léo. J'ai regardé de plus près. Mes parents avaient envoyé un email à toute la famille élargie. Célébration de l'anniversaire de Léo, dimanche à 13h. Chez Jasper. Je ne les avais pas invités. Je prévoyais une petite fête avec Sarah. Nous avions commencé à sortir ensemble, très lentement. Son père et quelques enfants de l'école. Maman, je l'ai appelée immédiatement. Pourquoi as-tu invité tout le monde chez moi? Oh, arrête d'être dramatique, dit-elle. Nous avons besoin d'un événement familial pour montrer notre unité avec les rumeurs de divorce qui circulent. Nous devons montrer que la famille Sterling est forte. Nous venons tous. Tante Clara, oncle Ted, tout le monde.
Même Julien. Je ne veux pas que Julien soit là s'il boit. Il ne boira pas, promit elle. Il va mieux. Il veut s'excuser auprès de toi. Sois le plus intelligent, Jasper. C'est pour Léo, n'est-ce pas? Ne veux-tu pas qu'il ait un vrai anniversaire en famille? Elle savait exactement sur quel bouton appuyer. Je voulais que Léo se sente accepté. Je voulais qu'il voie qu'il avait une grande famille, des cousins, des grands-parents. D'accord, dis-je, mais pas d'alcool. C'est une fête sans alcool. Bien sûr, chérie, dit-elle. J'ai raccroché, sentant un nœud dans mon estomac. J'ai regardé Léo, qui dessinait joyeusement une image de nous sur le frigo. On va avoir une grande fête, lui ai-je dit. Grand-mère et grand-père viennent. Est-ce que l'oncle en colère vient, demanda-t-il. Oui, dis-je. Mais je ne le laisserai pas être méchant. Je te le promets. J'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû annuler, parce que je ne savais pas que Julien ne venait pas pour célébrer. Il venait pour détruire. Il avait perdu le contrôle de sa propre histoire. Alors, il était déterminé à réécrire la mienne. La semaine précédant la fête fut un étrange mélange de haut très haut et de bas très bas. D'abord, le haut. J'ai été convoqué dans le bureau de Monsieur Sterling au travail. Aucune parenté, juste une coïncidence. C'était un homme sévère, de la vieille école, du genre à croire aux poignées de main et à regarder les gens dans les yeux. Jasper, dit-il en m'invitant à m'asseoir. J'ai examiné les chiffres de la réorganisation logistique dans la région du Midwest. Y a-t-il un problème, monsieur, demandai-je, instinctivement, me préparant à de mauvaises nouvelles. Au contraire, vous nous avez fait économiser près de 15% en coût d'expédition en réacheminant ces lignes de distribution. C'était votre initiative. Oui, monsieur. J'ai remarqué les inefficacités dans le rapport du 3e trimestre. Monsieur Sterling hocha la tête. Vous êtes discret, Jasper. Vous ne faites pas de vagues, mais vous faites du bon travail. J'ai besoin d'un nouveau directeur régional. L'actuel prend sa retraite anticipée. Je veux que vous preniez le poste. J'en suis resté bouche bée. Directeur régional? Monsieur, c'est un énorme saut. Cela vient avec une augmentation de salaire significative, un ensemble d'avantages sociaux, des options d'achat d'actions, une allocation de voitures de fonction. Vous dirigeriez une équipe de 40 personnes. J'ai pensé à Léo. J'ai pensé à son fonds d'études. J'ai pensé à pouvoir lui payer un tuteur s'il en avait besoin, ou des leçons de musique, ou juste des vacances qui n'impliquaient pas de camper dans une tente qui fuit. Je le ferai, dis-je en me redressant. Je ne vous décevrai pas. Je sais que non. Je connais votre passé, Jasper. Les RH l'ont signalé quand nous vous avons embauché, mais je crois aux secondes chances pour les hommes qui travaillent pour les mériter. Félicitations. Je suis sorti de ce bureau en ayant l'impression de flotter. J'ai voulu appeler mes parents immédiatement. Regardez, j'ai réussi. Je suis directeur. Mais je me suis arrêté. Si je leur disais maintenant, Julien trouverait un moyen de le déformer. Il dirait, il a juste eu de la chance, ou il ferait en sorte que son propre travail paraisse encore plus important. J'ai décidé de garder le secret. Je leur dirai à la fête, quand le moment serait venu. Ou peut-être que je ne leur dirai pas du tout. Peut-être que le succès était plus doux quand on n'avait pas à mendier de la validation. Je l'ai dit à Sarah, cependant. Nous étions assis sur la balançoire de mon Porsche après que Léo se soit couché. C'est incroyable, Jasper, s'exclama-t-elle en me serrant la main. Tu le mérites. Je suis terrifié, admis-je. Et si je ne pouvais pas gérer la pression? Tu gères un enfant de 7 ans avec des terreurs nocturnes et une famille toxique, dit-elle sèchement. Tu peux gérer la logistique d'expédition. Nous nous sommes embrassés alors. C'était doux et rassurant. Sarah devenait mon ancre. Elle connaissait ma sobriété, mes drames familiaux, tout, et elle restait. Puis vint le bas. Julien m'a appelé la veille de la fête. J'ai besoin de 5000, dit-il. Pas de bonjour, pas de préambule. Quoi? Pourquoi? Provision pour l'avocat, mentit-il. Je pouvais dire qu'il mentait. Maria a gelé les comptes joints. Je ne peux pas accéder à mon argent. Je dois payer ce type d'ici lundi où je perds mes droits de visite pour Ethan. Julien, soupirai-je. Je n'ai pas $5000 en liquide qui traîne.
En fait, si, grâce à mes économies, mais je n'allais pas les lui donner. Et si c'est pour un avocat, pourquoi ne peux-tu pas attendre que les comptes soient dégelés? Donne-moi juste l'argent, cria-t-il. Mon Dieu, tu es si égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour moi, Julien? À part te moquer de moi. J'étais le bon fils. Je t'ai enlevé la pression. C'est moi qui ai réussi pour que tu puisses être un ivrogne raté en paix. Tu me dois ça. La logique était si tordue qu'elle me donnait le vertige. Je ne te donne pas d'argent, Julien. Si tu as besoin d'aide pour la désintox, je paierai directement, mais pas d'argent liquide. Il m'a raccroché au nez. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. As-tu contrarié ton frère, m'a-t-elle accusé. Il a l'air bouleversé. Il a demandé de l'argent, maman. J'ai dit non. Il traverse un divorce, Jasper. Et un peu de compassion. Prête-lui simplement. Il est solvable. Non. Bien, claqua-t-elle. Mais demain, c'est l'anniversaire de Léo. J'attends de toi que tu sois gracieux. Julien vient, il est fragile. Ne le provoque pas. Si tu gâches cette réunion de famille, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne le provoquerai pas, maman. Mais s'il commence quelque chose, il ne le fera pas, assure-toi juste que la nourriture est bonne. Et pour l'amour du ciel, ne brûle rien. J'ai raccroché et j'ai regardé le tas de décorations que j'avais achetées. Des serpentins, des ballons, une bannière joyeux anniversaire. C'était censé être une célébration de la vie de Léo. Au lieu de cela, j'avais l'impression de préparer l'arène pour un combat de gladiateurs. J'ai vérifié la météo. Une tempête arrivait, au sens propre comme au figuré. Je suis allé dans la chambre de Léo une dernière fois avant de me coucher. Il dormait profondément, serrant un ours en peluche que j'avais gagné pour lui à une fête foraine. Je ne les laisserai pas te faire de mal, murmurai-je. Je le promets. Mais les promesses sont difficiles à tenir quand on a affaire à un homme qui n'a plus rien à perdre. Le jour de la fête, le ciel était d'une couleur violette meurtrie. L'air était lourd et humide. Les invités ont commencé à arriver à 13 heures. Sarah était là tôt, m'aidant à préparer le bar à tacos. Son père, Monsieur Arthur, s'occupait du grill. C'était un mécanicien à la retraite, un homme de peu de mots, mais d'une grande gentillesse. Il a apporté à Léo une boîte à outils vintage gravée de ses initiales. Tout homme a besoin d'outils, grogna Arthur en tapotant la tête de Léo. Léo regarda la clé à molette comme si c'était Excalibur. Ben, mon parrain et meilleur ami, est arrivé avec sa femme. Il m'a pris à part. Ça va, Jasper? Tu as l'air tendu. La famille arrive, dis-je. Ben hocha la tête. Souviens-toi de la prière de la sérénité. Accepte les choses que tu ne peux pas changer. J'essaie, Ben. J'essaie. À 13h30, les SUV noirs sont arrivés. Mes parents, ma tante Clara, mon oncle Ted. Ils sont entrés dans mon jardin comme s'ils inspectaient une scène de crime. Un peu petit, non, renifla ma tante Clara en regardant mon modeste jardin. C'est confortable, dit maman en forçant un sourire. Elle tendit à Léo un sac cadeau sans vraiment le regarder. Tiens, enfant. Joyeux anniversaire. Merci, grand-mère, dit poliment Léo. Il m'appelle Madame Sterling, corrigea-t-elle sèchement. Nous n'en sommes pas encore au stade grand-mère, point. Je sentis Sarah se raidir à côté de moi. J'ai posé une main sur son bras. Pas encore, ai-je signalé. Julien n'était pas là. Où est-il, demandai-je à mon père. Il arrive, dit papa en regardant sa montre nerveusement. Il avait des affaires à régler. La fête continua. C'était tendu. Ma famille était blottie d'un côté, buvant leur thé glacé et chuchotant. Mes amis et la famille de Sarah étaient de l'autre côté, jouant réellement avec Léo. Puis à 14h15, une voiture crissa dans l'allée. Ce n'était pas la Porsche de Julien. C'était une voiture de location cabossée. La portière claqua. Julien entra d'un pas décidé dans le jardin. Il avait une mine affreuse. Sa chemise était sortie de son pantalon. Ses yeux étaient injectés de sang. Et il transpirait abondamment. Et l'odeur. Même à 3 mètres de distance, je pouvais sentir le whisky. Julien, dit maman en se précipitant vers lui. Tu es là.
Tu vas bien? Je suis fantastique, cria Julien en ouvrant grand les bras. Il faillit renverser une table. Où est le garçon dont c'est l'anniversaire? Où est le petit cas social? La musique s'arrêta. Tout le monde se tut. J'ai fait un pas en avant, me positionnant entre Julien et Léo. Tu es ivre, Julien, dis-je calmement. Tu dois partir. Je vais t'appeler un Uber. Ivre, rit Julien. C'était un son rauque et laid. Je ne suis pas ivre. Je suis éclairé. Je vois les choses clairement maintenant. Je vois cette mascarade. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Regarde-toi, ricana-t-il. Jouant à la maison, jouant au papa. C'est pathétique. Tu penses que parce que tu as mis une chemise propre, on oublie qui tu es. Tu es un ivrogne, Jasper. Un raté. Tu as conduit ta voiture dans un fossé quand tu avais 23 ans, tu aurais pu tuer quelqu'un. C'était il y a 10 ans, dis-je, ma voix stable. Rentre chez toi, Julien. Je suis chez moi. Il se rapprocha en titubant. Cette famille, c'est la mienne. C'est moi qui ai porté le fardeau d'être parfait. Moi et toi. Tu as juste ramassé un gamin abandonné et tu te prends pour un héros. Il regarda Léo, qui se cachait derrière ma jambe, tremblant. Eh, gamin, cria Julien. Sais-tu que ton père est un criminel? Sais-tu que c'est un raté? Il va te ruiner comme il a tout ruiné. Tu serais mieux à l'orphelinat. Ma mère haleta. Julien, arrête. Mais elle ne bougea pas pour l'arrêter. Personne ne le fit. Ils étaient paralysés par la laideur de la scène. J'ai serré les poings. J'étais prêt à le frapper. Je me fichais des conséquences. Mais avant que je puisse bouger, une petite silhouette sortit de derrière moi. C'était Léo. Il marcha droit vers Julien. Il n'arrivait qu'à la taille de Julien. Il leva les yeux vers cet homme en colère et chancelant. Tu as tort, dit Léo. Sa voix était petite, mais elle ne vacilla pas. Julien cligna des yeux, baissant le regard. Qu'est-ce que tu m'as dit, petit? Tu as tort, dit Léo plus fort. Mon papa n'est pas un méchant homme. C'est le meilleur des hommes. Le jardin était mortellement silencieux. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Il me met en sécurité, continua Léo. Il vérifie sous mon lit pour les monstres. Il mange de la nourriture brûlée pour que je ne me sente pas mal. Il me tient la main quand les gens sont méchants. Léo prit une profonde inspiration. Mon papa dit que les gens qui sont méchants sont juste très tristes et seuls à l'intérieur. Il dit qu'on doit être gentil avec eux parce qu'ils n'ont pas assez d'amour. Léo fouilla dans sa poche. Il en sortit un petit autocollant froissé. C'était une étoile dorée de son institutrice. Il la tendit à Julien. Tu peux avoir mon étoile, dit Léo. Peut-être que ça t'aidera à te sentir moins seul. Julien fixa l'étoile. Il fixa le garçon. Son visage passa par une douzaine d'émotions. Rage, confusion, honte. Ma mère se mit à sangloter. Et puis le portail s'ouvrit. Bien dit, jeune homme. Nous nous sommes tous tournés. Là se tenait Maria, la femme de Julien. Et à côté d'elle se trouvait Monsieur Sterling, mon patron. Maria, murmura Julien, son visage se vidant de sa couleur. Je suis venu déposer le cadeau d'Ethan pour son cousin, dit Maria, sa voix glaciale. Mais je vois que je suis arrivé juste à temps pour te voir toucher le fond, Julien. Maria, s'il te plaît, commença à supplier Julien. Laisse tomber, dit-elle. J'ai tout vu, et lui aussi. Elle désigna Monsieur Sterling. Monsieur Sterling s'avança. Il tenait un cadeau emballé. Il regarda Julien avec un pur dédain. Je suis juste passé déposer un cadeau pour mon nouveau directeur régional, dit Monsieur Sterling, sa voix résonnant. Directeur régional, s'anima mon père, l'air confus. Qui? Jasper, dit M. Sterling, posant une main sur mon épaule. Jasper est le meilleur homme que j'ai dans mon équipe. Honnête, travailleur, intègre, des qualités qui semblent faire défaut dans le reste de ce patrimoine génétique. Monsieur Sterling regarda Julien. Et vous, je sais qui vous êtes. Vous travaillez pour Davison Corp, n'est-ce pas? Ou plutôt, vous y travaillez.
J'ai entendu dire que vous aviez été licencié la semaine dernière pour détournement de fonds et consommation d'alcool au travail. Mes parents altèrent à l'unisson. Détournement de fonds, s'étrangla mon père. Licencié? Julien recula. La vérité était révélée. La façade dorée n'était pas seulement fissurée. Elle était brisée. Est-ce vrai, Julien? Demanda mon père. Julien regarda autour de lui comme un animal piégé. C'était un malentendu. J'allais le rembourser. Il l'a dépensé en jeux d'argent et en pilules, dit Maria impitoyablement. Et la nounou? Ma mère regarda de Julien à moi. Elle regarda le fils raté qui se tenait droit, protégeant son enfant, respecté par son patron. Et elle regarda le fil en or qui était un ivrogne, un voleur au chômage. Pour la première fois en 34 ans, la balance pencha. Sors, dit mon père. Sa voix tremblait. Papa, gémit Julien. J'ai dit, sors, rugit mon père. Tu es une honte. Julien me regarda. Il regarda Léo, qui tenait toujours l'étoile dorée. Julien ne prit pas l'étoile. Il se retourna et courut. Il trébucha jusqu'à sa voiture de location, emboutit ma boîte aux lettres et partit en trombe. Le silence qui suivit fut lourd. Je baissai les yeux sur Léo. Je le pris dans mes bras et le serrai plus fort que jamais. Tu as été si courageux, lui murmurai-je dans les cheveux. Je suis si fier de toi. A-t-il pris l'étoile? Demanda Léo. Non, mon grand, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Il n'est pas encore prêt pour ça. La fête s'est terminée peu de temps après. Il le fallait. On ne peut pas vraiment recommencer à manger des tacos après une implosion familiale pareille. 20 minutes plus tard, des sirènes retentirent au loin. Ben, qui s'était discrètement éclipsé pendant la confrontation, me fit un signe de tête. Je les ai appelés, dit-il doucement. Conducteur ivre, comportement erratique. Il n'ira pas loin. Effectivement, nous avons appris plus tard que Julien avait été arrêté à 5 km de là. Il a soufflé un taux de 1,8, plus de 2 fois la limite légale. Il a été arrêté sur le champ. Mes parents étaient toujours dans mon jardin. On aurait dit qu'ils avaient vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ma mère était assise sur une chaise de jardin, fixant l'herbe. Mon père était appuyé contre la clôture, l'air pâle. J'ai mis Léo à l'intérieur avec Sarah et les autres enfants pour regarder un film. Puis je suis ressorti. Jasper, dit ma mère en levant les yeux. Ses yeux étaient rouges. Nous ne savions pas. Les pilules, le travail. Vous ne vouliez pas savoir, dis-je. Ce n'était pas une accusation, juste un fait. Vous vouliez tellement le fils parfait que vous avez ignoré tout le reste. C'est ton frère, dit faiblement mon père. Nous devons lui trouver un avocat. Nous devons payer sa caution. Non, dis-je. Mon père me regarda, choqué. Quoi? Pas de caution, dis-je fermement. Si vous payez sa caution, vous le tuez. Il a besoin de toucher le fond. Il a besoin de s'asseoir dans cette cellule et de réfléchir. Si vous l'aidez maintenant, vous entretenez son problème. Mais c'est la famille. Je le suis aussi, ai-je crié. Je suis de la famille. Et pendant des années, vous m'avez traité comme de la boue pendant que vous vénérez un mensonge. Julien a traité mon fils, votre petit-fils, de cas social et vous n'avez rien dit. Vous êtes resté là à regarder. Mon père baissa les yeux, honteux. Je fixe une limite, dis-je, ma voix tremblante mais forte. Vous pouvez rester et manger un morceau de gâteau pour l'anniversaire de Léo. Si vous pouvez être respectueux. Mais si vous mentionnez de payer la caution de Julien ou si vous dites une seule chose négative sur mon fils ou ma vie, vous partez et vous ne revenez pas. Mes parents se regardèrent. Ils regardèrent la maison où Léo riait devant le film. Nous aimerions un peu de gâteau, murmura ma mère. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un début. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti et que Léo soit endormi, serrant ses nouveaux outils, Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé. J'étais épuisé. Mon adrénaline était retombée. Ça va? Demanda-t-elle en me frottant le dos. Je ne sais pas, dis-je. Je me sens libre. C'est mal? Mon frère est en prison. Mes parents sont anéantis. Et je me sens soulagé.
Ce n'est pas mal, dit Sarah. C'est la vérité qui éclate. C'est lourd, mais c'est réel. Je la regardais. Je dois te dire quelque chose. Toute l'histoire sur la conduite en état d'ivresse. Je sais, dit-elle. Non, tu connais le titre. Tu ne connais pas les détails. Je lui ai tout raconté. Comment je me sentais invisible quand j'étais enfant. Comment l'alcool me donnait l'impression d'exister. Comment cette nuit-là, il y a 10 ans, je voulais juste planter la voiture pour que la douleur s'arrête. Ce n'était pas un accident. C'était un appel à l'aide. Sarah écouta. Elle ne jugea pas. Elle me tenait juste la main. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, je veux vivre, dis-je. Je veux être le père de Léo. Je veux être le directeur régional. Je veux être avec toi. Sarah sourit, un sourire secret et radieux. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit bâtonnet blanc. Eh bien, dit-elle. C'est une bonne chose, parce que la partie être papa va aussi avoir une promotion. Je fixais le test de grossesse. 2 lignes roses. Tu es sérieuse, halte-je. Très sérieuse, dit-elle. Et le médecin pense que ce pourrait être des jumeaux. Taux de HCG élevé. Je me suis assis, stupéfait. Des jumeaux. Léo. Une promotion. Une famille. Ma famille avait dit que je serais le pire des pères. Ils avaient dit que j'étais une condamnation à mort pour un enfant. J'ai regardé le plafond et j'ai ri. C'était un vrai rire, fort et joyeux. Allez-y, dis-je. Julien était dans une cellule. Mes parents faisaient face à un bilan. Mais dans cette maison, nous ne faisions que commencer. Si vous pensez qu'élever un garçon de 7 ans avec un passé traumatisant est un défi, essayez d'ajouter une promotion professionnelle à enjeux élevés et une grossesse de jumeaux dans le mélange. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'explosion de l'anniversaire, et ma vie était devenue un magnifique et chaotique tourbillon. Le premier grand changement fut la maison. Mon appartement de célibataire n'allait plus suffire. Avec l'augmentation de salaire de ma promotion au poste de directeur régional, merci monsieur Sterling, Sarah et moi avons pu verser un acompte sur une vraie maison, une grande maison coloniale de 2 étages avec un grand jardin, une balançoire sur le porche, et oui, une cave qui n'était qu'une buanderie, ce que j'ai montré à Léo immédiatement pour chasser ses fantômes. Nous avons emménagé pendant la chaleur de juillet. Sarah était enceinte de 6 mois et déjà bien visible. Le médecin appelait ça une grossesse gémellaire robuste. Moi j'appelais ça on va avoir besoin d'une plus grosse voiture. Mais avant l'arrivée des bébés, il y avait quelque chose d'important que nous devions faire. Un mardi matin, sous un ciel si bleu qu'il semblait peint, Sarah et moi nous tenions sur les marches de la mairie. Nous ne voulions pas un grand spectacle. Nous ne voulions pas de l'affaire à 300 invités dont mes parents avaient toujours rêvé pour Julien. Nous voulions quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Je portais un costume bleu marine. Sarah portait une simple robe couleur crème qui épousait son ventre, tenant un bouquet de fleurs sauvages que Léo avait cueilli dans notre nouveau jardin. Léo était mon témoin. Il se tenait à côté de moi, ajustant sa cravate à clip toutes les 30 secondes, prenant son travail avec un sérieux mortel. « Tu as les alliances, Léo » murmurai-je. Il tapota sa poche. « En sécurité, papa. Le secteur est dégagé. Bon travail, soldat. » Mes parents étaient là. C'était une décision que Sarah et moi avions débattue pendant des semaines. Après l'incident avec Julien, ils avaient été différents, plus silencieux. L'arrogance qui émanait habituellement d'eux comme des vagues de chaleur s'était refroidie en une prudence hésitante. Il assistait à des réunions à l'ANON 2 fois par semaine. Ils apprenaient qu'ils ne pouvaient pas tout contrôler et que le raid envers Julien avait en fait été un poison. Alors, nous les avons invités, mais ils se tenaient au 2e rang. Le premier rang était pour Ben, mon parrain, et le père de Sarah, Arthur. C'était la nouvelle hiérarchie. Et pour la première fois, mes parents l'ont accepté sans se plaindre. Quand le juge a demandé les alliances, Léo s'est avancé. Il ne les a pas simplement remises. Il a regardé Sarah, puis moi. J'ai promis d'aider avec les bébés, a-t-il annoncé au juge. Et j'ai promis de partager mes Legos, mais seulement les grands. Les petits sont des risques d'étouffement. Le juge, une femme à l'air sévère dans la soixantaine, a fondu. C'est une promesse très responsable, jeune homme. En glissant la bague au doigt de Sarah, je la regardai.
J'ai vu la femme qui avait cru en moi quand j'étais juste un gars avec un passé et des lasagnes brûlées. J'ai vu la future mère de mes enfants. Je te prends, dis-je, la voix étranglée. Pour tout, les parties désordonnées, les parties effrayantes, et les parties où nous ne savons pas ce que nous faisons. Je te prends aussi, Jasper, murmura-t-elle. Tu es déjà le meilleur père que je connaisse. Tu vas être un mari incroyable. Nous nous sommes embrassés, et le petit groupe a applaudi. Ma mère tamponna ses yeux avec un mouchoir. Ce n'étaient pas les sanglots bruyants et spectaculaires qu'elle faisait pour attirer l'attention. C'était silencieux. Ça semblait réel. Mais alors que ma vie s'élevait, je savais que je devais affronter la personne dont la vie s'était écrasée. Julian. Il était à 30 jours d'un programme de désintoxication de 90 jours ordonné par le tribunal dans un établissement à 2 heures au nord. Ce n'était pas un spa de luxe. C'était un établissement public, austère, strict et sérieux. J'y suis allé seul une semaine après le mariage. J'avais besoin de le voir, pas pour me vanter, pas pour crier, mais pour boucler la boucle. La salle de visite était peinte d'un beige déprimant. Elle sentait la cire et le café rassis. Quand Julian est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. Fini les cheveux gominés. Fini le costume cher et sur mesure. Il portait un survêtement gris et un t-shirt blanc uni. Il avait perdu du poids. Son visage était émacié, mais ses yeux. Ses yeux étaient clairs. Le voile vitreux et arrogant avait disparu, remplacé par un regard brut et exposé. Il s'est assis en face de moi. Il n'a pas regardé dans mes yeux au début. Il a regardé ses mains qui reposaient sur la table en métal. « Tu es venu, dit-il. » Sa voix était rauque. « Oui. J'ai entendu dire que tu t'es marié, dit-il. Maman me l'a dit. Félicitations. Merci. » Le silence s'étira entre nous. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était le silence de deux hommes debout dans les décombres d'un bâtiment qui s'était finalement effondré. « Comment ça se passe ? » « Ici, demandai-je. Julian laissa échapper un rire bref et sec. « C'est l'enfer, Jasper. Tu sais, tu es passé par là. Réveil à 6 heures. Thérapie de groupe, thérapie individuelle, corvée, pas de téléphone, pas de cachette. » Il leva alors les yeux vers moi. « Je t'ai détesté pendant des années, tu sais. »« Je sais, dis-je. »« Tu l'as rendu assez clair. »« Non, tu ne comprends pas. » Il secoua la tête. « Je ne te détestais pas parce que tu étais un raté. Je te détestais parce que tu étais libre. » Je fronçai les sourcils. « Libre, Julian ? J'étais alcoolique. J'étais fauché. J'étais la déception de la famille. » Exactement. Julian se pencha en avant, son intensité montant en flèche. « Tu avais le droit d'échouer. Tu as heurté un mur. Tu t'es planté. Et tout le monde a dit, eh bien, c'est juste Jasper. Mais moi, j'étais l'enfant en or. Je devais être parfait. Chaque note, chaque travail, chaque voiture. Si je trébuchais ne serait-ce que d'un pouce, maman et papa me regardaient comme si le monde s'effondrait. J'étais piégé dans ce costume, Jasper. J'ai tout fait. » Il prit une respiration tremblante. « Alors, j'ai commencé à boire pour engourdir la pression, puis les pilules, puis tout le reste. Je te regardais reconstruire ta vie, heureux avec ton petit boulot et ton gamin adopté. Et j'étais tellement jaloux que ça me rendait malade. Toi, tu avais le droit d'être humain. Moi, je devais être une statue. Je suis resté assis là, absorbant ces paroles. J'avais passé toute ma vie à me sentir comme l'ombre, sans jamais réaliser que la lumière qui brillait sur Julian le brûlait en fait vif. La statue s'est effondrée, Julian, dis-je doucement. Ouais. Il passa une main sur son visage. C'est vrai. Et tu sais quoi ? C'est un soulagement. J'ai perdu mon travail. Maria va probablement prendre la moitié de tout. J'ai un casier judiciaire maintenant. Je suis un homme de 40 ans qui dort sur un matelas une place dans un centre de désintox. Il me regarda droit dans les yeux. Mais pour la première fois en 20 ans, je n'ai pas à mentir sur qui je suis. Je suis un toxicomane. Je suis brisé. Et je repars de zéro, comme tu l'as fait. J'ai tendu la main sur la table. Je n'avais pas le droit de le toucher selon les règles du garde,
mais j'ai posé ma main près de la sienne. C'est un bon point de départ, dis-je. C'est à zéro que la vérité réside. Je suis désolé, Jasper, suffoqua-t-il, les larmes remplissant ses yeux. Pour ce que j'ai dit sur Léo, pour l'anniversaire, pour tout. J'essayais de tuer la partie de moi qui voulait ce que tu avais. Je te pardonne, dis-je. Et j'ai senti le poids quitter ma poitrine. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Tu dois faire le travail, Julian, pour Ethan, pour toi-même. Tu n'auras pas le droit d'être dans la vie de Léo tant que tu ne seras pas solide. Solide comme un roc. Je sais, hocha-t-il la tête. J'ai beaucoup de travail à faire. Je me suis levé pour partir. Et, Jasper, cria-t-il. Je me suis retourné. Est-ce que ça s'améliore, demanda-t-il. L'envie, la honte. J'ai souri. C'était le sourire d'un homme qui avait traversé le feu et en était sorti de l'autre côté. Ça s'améliore, promis-je. Mais tu dois continuer à marcher. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai senti un changement dans l'univers. Le méchant de mon histoire n'était plus un méchant. C'était juste une tragédie qui essayait de devenir un arc de rédemption. Je suis rentré à la maison pour trouver Sarah entourée de vêtements de bébé. De minuscules grenouillères étaient éparpillées sur le sol du salon. Léo essayait de les plier, mais surtout, il les classait par couleur. Papa. Léo a couru vers moi. On a trop de chaussettes. Les bébés ne marchent même pas. Pourquoi ont-ils besoin d'autant de chaussettes? C'est une question de mode, mon grand, dis-je en le soulevant. Il devenait lourd, mais je ne manquais jamais une occasion de le tenir. Tu as vu oncle Julian, demanda Léo. Il ne l'appelait plus l'oncle en colère. Nous en avions parlé. Nous avions parlé de maladie et de guérison. Oui. A-t-il eu mon étoile? J'ai fait une pause. J'ai pensé à Julian assis dans cette pièce grise, dépouillé de son ego. Il travaille pour la mériter, dis-je. Il travaille très dur. Léo hocha la tête, satisfait. D'accord, j'en garderai une autre au cas où. Alors que l'été se transformait en automne, l'anticipation dans la maison devint électrique. Nous nous préparions pour 2 nouveaux humains. Je lisais des livres sur la dynamique des jumeaux. Sarah était en pleine frénésie de préparation du nid. Mes parents essayaient aussi. Ma mère est venue un après-midi avec un gratin. Elle n'a pas critiqué la poussière sur la cheminée. Elle n'a pas demandé pourquoi je n'avais pas encore été promu vice-président. J'ai fait un gratin de thon, dit-elle en me le tendant maladroitement. C'est la recette que ta grand-mère utilisait. Merci, maman, dis-je. Elle regarda Léo, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Léo, dit-elle. Sa voix était hésitante. Voudrais-tu m'aider à faire des biscuits le week-end prochain? Si ton père est d'accord. Léo me regarda. Je lui fis un petit signe de tête. La limite était là, mais le portail était déverrouillé. D'accord, dit Léo. Mais pas de noix. Je n'aime pas les noix. Pas de noix, acquiesça ma mère. Elle me regarda et pendant une seconde, j'ai vu la mère que j'avais voulu quand j'étais enfant. Celle qui voulait juste faire des biscuits, pas construire une dynastie. Nous apprenons, Jasper, me murmura-t-elle en partant. C'est difficile, mais nous apprenons. Je sais, maman, dis-je. Moi aussi. Nous apprenions tous. Nous grandissions tous. Et juste au moment où je pensais avoir la situation en main, la vie a décidé qu'il était temps pour le grand final. Les jumeaux ont décidé d'arriver avec 3 semaines d'avance, parce que bien sûr. Il était 3 heures du matin, un mardi pluvieux d'octobre. Sarah m'a réveillé avec une phrase calme mais terrifiante. Jasper, j'ai perdu les os, et je crois que j'ai une contraction. Les 6 heures suivantes furent les plus intenses de ma vie. J'avais de l'expérience en logistique. Je gérais des chaînes d'approvisionnement pour gagner ma vie. Mais rien ne vous prépare à la logistique du travail. Nous nous sommes précipités à l'hôpital. Mes parents sont venus pour rester avec Léo. Un énorme pas de confiance. Je me souviens avoir embrassé le front de Léo avant que nous ne sortions en courant. Tu es le chef, grand frère, lui ai-je dit. Va les chercher, papa, dit-il, endormi mais déterminé. Sarah était une guerrière. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Quand les médecins ont dit qu'une césarienne pourrait être nécessaire parce que bébé B était en siège,
elle n'a pas paniqué. Elle m'a regardé et m'a serré la main jusqu'à ce que je pense que mes os allaient se briser. Nous faisons ce que nous devons faire, dit-elle. Fais-les juste arriver en sécurité. Et puis à 9h14 et 9h16, le monde a de nouveau basculé sur son axe. D'abord est venu Noah, criant, le visage rouge et furieux d'être expulsé. 2 minutes plus tard est venue Lily, plus petite, plus calme, observant la pièce avec de grands yeux sombres. Quand l'infirmière les a placés dans mes bras, un dans chaque coude, je les ai regardés et j'ai ressenti une vague d'amour si puissante qu'elle m'a presque renversé. J'étais père de 3 enfants. Moi, le gars à qui on avait dit qu'il ruinerait un enfant. Je les ai amenés au chevet de Sarah. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux collés à son front, mais elle rayonnait d'une beauté féroce et primale. On l'a fait, murmura-t-elle en touchant la joue de Noah. Tu l'as fait, corrigeai-je. J'ai juste conduit la voiture. 2 jours plus tard, nous les avons ramenés à la maison. La présentation était le moment que j'attendais. Nous sommes entrés, portant les sièges auto. Léo attendait dans le salon, vibrant pratiquement d'excitation. « Lavez-vous les mains » cria-t-il avant même que nous puissions dire bonjour. Papa a dit que je dois me laver les mains pendant 20 secondes. Il a couru vers l'évier, a frotté comme un chirurgien, et est revenu en courant. Nous avons posé les porte-bébés sur le sol. Léo s'est allongé sur le ventre, le menton reposant sur ses mains, regardant dans les porte-bébés. « Salut » murmura-t-il à Noah. « Je suis Léo. Je suis ton frère. J'ai beaucoup de Transformers à te montrer, mais tu ne peux pas les manger. » Il se tourna vers Lily. « Salut, Lily. Tu es vraiment petite. Ne t'inquiète pas. Je suis grand. Je veillerai sur toi. » Il leva les yeux vers moi, ses yeux brillants. « Papa, ils sont parfaits. »« Oui, mon grand, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. »« Ils le sont, et toi aussi. » Le véritable test est arrivé 1 mois plus tard. Thanksgiving. C'était notre tour de recevoir. Sarah se remettait. Les jumeaux dormaient par roulement, ce qui signifiait que nous dormions par minute. Et la maison était une zone sinistrée de couches et de biberons. Mais nous voulions le faire. Nous voulions marquer l'année. La liste des invités était le mélange éclectique ultime. Mes parents, le père de Sarah, Ben et sa famille, et Julian. Julian avait été libéré de désintox 2 semaines auparavant. Il vivait dans une maison de transition, travaillant à un salaire minimum dans une quincaillerie pendant qu'il réglait ses batailles juridiques. Il avait demandé s'il pouvait venir. J'ai dit oui, mais j'ai fixé les règles. Pas d'alcool dans la maison. S'il se sentait déclenché, il devait partir. Il est arrivé avec 15 minutes d'avance. Il a apporté un gratin de haricots verts. C'était acheté en magasin dans un plat en aluminium. Je ne voulais pas le brûler, plaisanta-t-il faiblement, debout dans l'embrasure de la porte. C'était un rappel de mon désastre de lasagne. C'était une branche d'olivier. Entre, Julian, dis-je en prenant le gratin. Ça sent très bon. Il est entré. Il a vu Léo jouer sur le tapis. Il s'est figé. Léo a levé les yeux. Il s'est levé lentement. Il s'est approché de Julian. Cette fois, Julian n'a pas attendu. Il s'est agenouillé. Il a regardé Léo dans les yeux. « Salut, Léo » dit Julian. « J'aime tes. Ce sont des super-héros ?»« Ouais » dit Léo. « C'est Iron Man. »« Cool. » Julian déglutit difficilement. « Léo, je voulais te dire que je suis vraiment désolé d'avoir été méchant à ton anniversaire. J'étais malade, mais je vais mieux, et j'espère qu'un jour nous pourrons être amis. » Léo l'étudia. Les enfants ont un détecteur de mensonges intégré. Il a vu l'humilité sur le visage de Julian. « C'est bon, » dit Léo. « Papa a dit que tu étais au coin pour réfléchir à ce que tu as fait. »« Tu as réfléchi ?»« J'ai beaucoup réfléchi, » admit Julian. « D'accord, » dit Léo. « Tu veux voir les bébés, mais tu dois te laver les mains. » 20 secondes. Julian me regarda. J'ai hoché la tête, regardant mon frère, l'ancien vice-président, l'ancien enfant en or, se laver les mains à l'évier de ma cuisine pour pouvoir toucher doucement le doigt de ma fille nouveau-née. C'était surréaliste. C'était guérisseur. Le dîner fut chaotique. Les jumeaux ont pleuré. Nous n'avions plus de sauce. Mon père a renversé de la sauce au canneberge sur sa chemise et au lieu de crier
Il a juste ri. Eh bien, dit mon père, regardant autour de la table. C'est agréable. Il me regarda. Tu as une belle maison, Jasper. Une belle famille. Merci, papa. Je le pense, dit-il, sa voix baissant pour que moi seul puisse l'entendre. Tu avais raison sur tout. Nous ne regardions pas les bonnes choses. Je suis fier de toi. Pas parce que tu es directeur, mais à cause de ça. Il fit un geste vers la table, vers l'amour, vers le bruit. Je suis fier de moi aussi, dis-je. Tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, la maison était enfin silencieuse. Sarah dormait à l'étage avec les jumeaux. Je me suis assis sur la balançoire du porche avec Léo. Il luttait contre le sommeil, appuyant sa tête sur mon épaule. Meilleur Thanksgiving de tous les temps, marmonna-t-il. Ah oui, demandai-je. Même sans la sauce? Ouais. Oncle Julien est gentil maintenant. Il a l'air moins tendu. Il est moins tendu, approuvai-je. J'ai regardé la rue. Les feuilles tombaient. L'air était vif. Ma famille avait dit que je serais le pire des pères. Ils avaient dit que j'étais brisé. Ils avaient dit que mon passé me définissait. Mais en regardant le garçon endormi sur mon épaule, en pensant aux deux bébés à l'étage et au frère qui trouvait enfin sa propre âme, j'ai réalisé quelque chose. Nous ne sommes pas définis par les erreurs que nous commettons. Nous ne sommes pas définis par les étiquettes que nos familles nous collent. Nous sommes définis par la façon dont nous aimons. Nous sommes définis par la façon dont nous sommes présents quand c'est difficile. Je n'étais pas le pire des pères. Je n'étais pas le père parfait non plus. J'étais juste Jasper, un gars qui brûlait les lasagnes, conduisait un SUV sûr, et aimait ses enfants avec une férocité qui pouvait brûler des villes et les reconstruire de leurs cendres. Et ça. C'était plus que suffisant. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. Les dynamiques familiales toxiques n'ont pas à être votre destin. Beaucoup d'entre nous grandissent dans des systèmes où les rôles sont attribués à la naissance. L'enfant en or, le bouc émissaire, le réparateur. Ma famille a essayé de me forcer dans le rôle de l'échec pour soutenir la perfection de mon frère. C'est un jeu dangereux qui détruit toutes les personnes impliquées. Mais voici la vérité. La biologie fait de vous des parents. Le comportement fait de vous une famille. Vous avez le pouvoir de briser le cycle. Cela demande des limites, qui sont douloureuses à fixer mais essentielles pour la survie. Cela demande de trouver votre famille logique. Les gens comme Sarah, Ben et Monsieur Sterling qui vous voient pour qui vous êtes, pas pour qui vous étiez. Et plus important encore, cela demande de vous pardonner votre passé pour que vous puissiez être présent pour votre avenir. Je veux avoir de vos nouvelles. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise sur la famille dans votre propre vie? Est-ce que les liens du sang sont plus forts que tout, ou est-ce que l'eau de l'utérus n'est rien comparé au sang de l'alliance? Dites dans les commentaires si vous pensez que Léo est le véritable héros de l'histoire ou partagez votre propre expérience avec la rupture des étiquettes familiales. Je lis chaque commentaire. Merci de m'avoir écouté. Manzana. ¿Qué más? Zanahoria. Y nada más, vos me estás jodiendo. Vos me estás jodiendo una manzana y una zanahoria. Para, me estás recagando. ¡Dame más cosas! ¡No funciona! ¿Es una vez por persona? ¿Vos me estás jodiendo? ¡Ah! Esa tenía diamantes. No me jodas, no me jodas. Me tocó la manzana y la zanahoria. Vale, me recabió. Sí, sí, un asco. Un asco, Project, me recabió. Acá hay otra, acá hay otra. A ver. ¿Esta funciona? Acá hay otra. Acá hay otra. Allá hay otra, mira. También. Acá. Ah, no me jodas. Ah, esta no funciona. Esta no funciona, pero esta sí. Vale. ¿Y en qué momento hay que tirarle? Cuando ves algo que te gusta, le tirás. ¡Ah! Ahí está la poción. Está la poción, ¿eh? Le voy a... Cuando esté la... Ahí está el coso también. El báculo que tiene Easy. El báculo del agua. Vale, pará. Hay que calcularle el momento. Correte, correte, Blacky, que estoy calculando para poco. No, no, se fue la poción. Para poquito. A la one. A la two. Para, se acaba de pasar la poción. Joder, es re difícil. 1, 2 y... Ahí viene. Ahí viene, quietos. Correte, Blacky, no me jodas. Ni siquiera sé si puedo poner acá la llave. No sé si ya la puse acá o no. 1, 2. Cuando aparezca la poción. ¡Ahora! ¡No! Me recabió. ¿Y qué?
¿Y qué más? ¿Qué me dio? Ah, me recabió, me dio el de adelante. O sea, cuando salió la poción no hay que ponerlo antes. Uno antes. Esto es como el casino, what the fuck. Amigo, hay que poner la llave. Cuando vos ves, tenés que ver. Cuando van pasando los objetos, tenés que ver un objeto que te gusta. Cuando te gusta el objeto, ponés la llave antes de que venga. Le dio un escudo. ¿A quién? Ah, es verdad, a mí también me dio un escudo. ¿Alguien lo necesita? Vamos, el buen Brown. Es verdad. No me jodas. Vale, bueno, al final... Acá no hay nada, ¿no? No. Al final ya le entendí el truco, pero me recabió. Me recontra cabió. Ahora, mi duda es la siguiente. Si pasa el tiempo y no venimos a la cueva, ¿puedo activar de vuelta el cofre? No lo sé, Rick. Dice... Ya se me hizo muy tarde. Ah, Easy. Vale, Easy, no te preocupes. Igual después jugamos al Minecraft. No pasa nada. Vamos a seguir jugando. Así que, God. Vale. Nos vemos, Easy. Cuídate. Nos vemos. Gracias por jugar. Una crack. Una genia total. Vale. Ahora nos falta la experta. Se nos complica ahora de Blacky. Nos vemos, Easy. Cuídate. Dice... dice... De Blacky. Joder. Vale, se nos fue la pro, amigo. Se nos fue la pro. Se nos va a recomplicar ahora. Easy la tenía re clara. Sabe todos los secretos del Minecraft. Ahora no tenemos a la Sensei, se nos complica Insta. Vale. Oye, Itachi, oye, Rivan, ¿qué pedos? ¿Estás acá, no? No estás. ¿Estás en el LOL, Rivan? ¿Qué pedos? ¿Qué pedos con el Monster? Vale, pero era amigo. Le dejé que me pegue. Se armó Fight. Ita, vamos, LOLcito, más tarde. Sí, ahora en un ratito vamos, LOL. ¿Qué les parece? Good night, Easy, cuídate. Pásalo bien, Easy. Pásalo bien. Pásalo ricolino. Vale. Repetí mi mensaje. Y te vamos al besito más tarde. Pero era para. Tu mensaje se apagó. Se apagó, dice Javito. Pero era amigo. Le dejé que me pegue. Repetí mi mensaje. Perdí mi pechera F. ¡No! Bueno, te doy la mía. Está toda rota, pero para. Ah, no se la di de Blacky. Toma, Javito. Ya no tengo más nada. Ya estoy desnudo, no me jodas. Vale, todo el mundo se saca la ropa. Se armó algo medio extraño. ¿Esto de quién es? Ni idea. Vale, se armó Fight. Bueno, gracias de Blacky, no sé qué pedos. Vale, no. Está godista contra explosiones. Estoy preparado para la batalla. Vale. Bueno, a ver, yo propongo, no sé, saquear lo que quede de la cueva. Tengo 2 pociones más. Seguramente para la próxima vez que juguemos Minecraft, yo qué sé, podemos ir al LOLcito. La próxima vez que juguemos Minecraft tengo 2 pociones muy poderosas. Ese celeste, rosa digo. ¿Cómo? La mía tenía el color. Pero yo no tengo eso. No tengo nada. Mirá, fíjate mi inventario en el streaming. No tengo nada de eso. ¿Vale? Dice, es una pena. Sí, es verdad, la tuya estaba decorada. Eso no sabía que se podía hacer eso, Javito. La mía tenía el color, ese celeste, rosa digo. Tenemos que estar muchos. Sí, de Blacky, bien preparados. El conjunto era. Desapareció igual. Un asco. Es que, amigo, si no le pongo el antilag, gente, este servidor que es gratis se retraba la cresta. Le tengo que poner el antilag, si no se spawnea demasiados ítems. Sigamos explorando. Sí, yo pienso que sí.